La vie que je supposais y être menée dérivait d'une source si différente de l'expérience et me semblait devoir être si particulière que je n'aurais pu imaginer aux soirées de la Duchesse la présence de personnes que j'eusse autrefois fréquentées, de personnes réelles. Car ne pouvant changer subitement de nature, elles auraient tenu là des propos analogues à ceux que je connaissais. Leurs partenaires se seraient peut-être abaissés à leur répondre dans le même langage humain. Et pendant une soirée dans le premier salon du Faubourg Saint-Germain, il y aurait eu des instants identiques à des instants que j'avais déjà vécus, ce qui était impossible. Il est vrai que mon esprit était embarrassé par certaines difficultés, et la présence du corps de Jésus-Christ dans l'hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du Faubourg, situé sur la rive droite, et dont je pouvais, de ma chambre, entendre battre les meubles le matin. Mais la ligne de démarcation qui me séparait du Faubourg Saint-Germain, pour être seulement idéale, ne m'en semblait que plus réelle. Je sentais bien que c'était déjà le faubourg, le paillasson des Guermantes, étendu de l'autre côté de cet équateur, et dont ma mère avait osé dire, l'ayant aperçu comme moi, un jour que leur porte était ouverte, qu'il était en bien mauvais état. Au reste, comment leur salle à manger, leur galerie obscure aux meubles de peluche rouge, que je pouvais apercevoir quelquefois par la fenêtre de notre cuisine, ne m'aurait-il pas semblé posséder le charme mystérieux du Faubourg Saint-Germain, en faire partie d'une façon essentielle, y être géographiquement situé? Puisque avoir été reçu dans cette salle à manger, c'était être allé dans le Faubourg Saint-Germain, en avoir respiré l'atmosphère, puisque ceux qui, avant d'aller à table, s'asseyaient à côté de Madame de Guermantes, sur le canapé de cuir de la galerie, étaient tous du Faubourg Saint-Germain. Sans doute ailleurs que dans le faubourg, à certaines soirées, on pouvait voir parfois trônant majestueusement au milieu du peuple vulgaire des élégants, l'un de ces hommes qui ne sont que des noms et qui prennent tour à tour, quand on cherche à se les représenter, l'aspect d'un tournoi ou d'une forêt domaniale. Mais ici, dans le premier salon du Faubourg Saint-Germain, il n'y avait qu'eux dans la galerie obscure. Ils étaient en une matière précieuse, les colonnes qui soutenaient le temple. Même pour les réunions familières, ce n'était que parmi eux que Madame de Guermantes pouvait choisir ses convives. Et dans les dîners de 12 personnes, assemblées autour de la nappe servie, ils étaient comme les statues d'or des apôtres de la Sainte-Chapelle, piliers symboliques et consécrateurs, devant la Sainte Table. Quant au petit bout de jardin qui s'étendait entre de hautes murailles, derrière l'autel et où l'été, Madame de Guermantes faisait après dîner servir les liqueurs et l'orangeade, comment n'aurais-je pas pensé que s'asseoir entre 9 et 11 heures du soir sur ces chaises de fer, douées d'un aussi grand pouvoir que le canapé de cuir, sans respirer du même coup les brises particulières au Faubourg Saint-Germain, était aussi impossible que de faire la sieste dans l'oasis de Figuig, sans être par cela même en Afrique. Il n'y a que l'imagination et la croyance qui peuvent différencier des autres certains objets, certains êtres, et créer une atmosphère. Hélas, ces sites pittoresques, ces accidents naturels, ces curiosités locales, ces ouvrages d'art du Faubourg Saint-Germain, il ne me serait sans doute jamais donné de poser mes pas parmi eux. Et je me contentais de tressaillir en apercevant de la haute mer et sans espoir d'y jamais aborder, comme un minaret avancé, comme un premier palmier, comme le commencement de l'industrie ou de la végétation exotique, le paillasson usé du rivage. Mais si l'hôtel de Guermantes commençait pour moi à la porte de son vestibule, ses dépendances devaient s'étendre beaucoup plus loin au jugement du duc, qui, tenant tous les locataires pour fermiers, manants, acquéreurs de biens nationaux dont l'opinion ne compte pas, se faisait la barbe le matin en chemise de nuit à sa fenêtre, descendait dans la cour selon qu'il avait plus ou moins chaud, en bras de chemise, en pyjama, en veston écossais de couleur rare, à long poil, en petit paletot clair plus court que son veston, et faisait trotter en main devant lui par un de ses piqueurs quelque nouveau cheval qu'il avait acheté. Plus d'une fois même, le cheval abîma l'aventure de Jupien, lequel indigna le duc en demandant une indemnité. Ce ne serait qu'en considération de tout le bien que Madame la Duchesse fait dans la maison et dans la paroisse, disait M. de Guermantes, c'est une infamie de la part de ce quidam de nous réclamer quelque chose. Mais Jupien avait tenu bon, paraissant ne pas du tout savoir quel bien avait jamais fait la Duchesse. Pourtant, elle en faisait, mais comme on ne peut l'étendre sur tout le monde, le souvenir d'avoir comblé l'un est une raison pour s'abstenir à l'égard d'un autre, qui en excite d'autant plus de mécontentement. À d'autres points de vue d'ailleurs que celui de la bienfaisance, le quartier ne paraissait au duc, et cela jusqu'à de grandes distances, qu'un prolongement de sa cour, une piste plus étendue pour ses chevaux.
Après avoir vu comment un nouveau cheval trottait seul, il le faisait atteler, traverser toutes les rues avoisinantes, le piqueur courant le long de la voiture en tenant les guides, le faisant passer et repasser devant le duc, arrêté sur le trottoir, debout, géant, énorme, habillé de clair, le cigare à la bouche, la tête en l'air, le monocle curieux, jusqu'au moment où il sautait sur le siège, menait le cheval lui-même pour l'essayer, et partait, avec le nouvel attelage, retrouver sa maîtresse aux Champs-Élysées.